Bonsoir. Eh bien, cette émission commence on ne peut mieux. Parce que, d'abord, il faut quand même que je fasse un aveu personnel. C'est que là, vous allez avoir ce soir un festival de tout sautement et de toutes ces sortes de choses, parce que je suis vraiment pris, comme on dit. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Le microbe a frappé. De plein fouet. Mais ça, c'est de ma faute, ça m'apprendra à coucher pieds nus. Hein, comme disait mon grand-père, c'est comme ça qu'on attrape du mal. C'est pas vrai, d'ailleurs, mon grand-père disait pas ça. Donc, voilà. Alors, première chose, je vous présente d'avance toutes mes excuses les plus aplaties pour les irritations, tous les éternuements que vous allez entendre. Ensuite, pour tout arranger, j'avais invité ce soir M. l'abbé Laguéry qui devait nous raconter ce qui s'est passé à Saint-Germain-l'Auxerrois dimanche. Vous savez ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Racontez-moi, puisque l'abbé Laguéry apparemment n'est pas là. Les fidèles de Saint-Nicolas ont tenté d'occuper Saint-Germain-l'Auxerrois et de ramener cette paroisse à la vraie foi. Et il y a eu des affrontements, il y a eu des choses comme ça. Et je pensais que l'abbé Laguéry viendrait nous en parler. Et puis, en arrivant, j'ai trouvé un message. Pardon, première fois. La télé ne nous a pas parlé de ça. Si, mais dans des termes qui méritaient d'être contrebattus par Eh bien, je n'ai rien entendu du tout, moi, là-dessus. C'est-à-dire que le fait est qu'à Saint-Nicolas, il y a de plus en plus de monde, il y a trop de monde maintenant. Et donc, les fidèles ont décidé demandent depuis des années une autre église. Alors, bien sûr, ils ont essayé de prendre une autre église puisqu'on leur donnait pas, et ça n'a pas marché. Cela dit, je leur indique qu'il y a quand même d'autres églises à Paris, mais ils le savent aussi bien que moi. Il y a Wagram, il y a Marly, c'est un peu loin, mais il y a aussi il y a Saint-Eugène où il y a une très belle messe traditionnelle. Il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous savez pas, vous, Victoria, vous pouvez pas m'aider. Enfin, à Paris, il y a plusieurs messes de la tradition. Et mais c'est vrai que ça aurait été bien Saint-Germain parce que c'est beau. C'est très très beau l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. L'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il me semble que c'est de là qu'a été donné le signal de la Saint-Barthélemy en plus. Enfin voilà. Alors donc l'abbé Laguéry m'a fait savoir qu'il ne pourrait pas être là. Il est appelé à d'autres occupations probablement plus importantes que de causer dans le poste. Non, mais c'était très bien, mais enfin. Bah oui, c'est il doit regretter d'ailleurs. Et puis alors, Roger Hollindre, qui est notre invité ce soir pour parler, comme je l'avais annoncé, de sa circonscription. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là? C'est Philippe, il dit comme vous, mais il vous a pas écouté alors. Il dit, mais Saint-Eugène, venez à Saint-Eugène. Comme il passe son temps à écrire des messages plutôt qu'à m'écouter, voilà le résultat. Non, mais c'est pas grave, Philippe, je vous en veux pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors Roger est en train de garer sa voiture, il paraît. Alors on l'attend. Ensuite, on recevra une équipe qui est très appréciée, enfin une équipe, des gens qui sont très très appréciés au micro de Radio Courtoisie, c'est l'équipe de Jalon. Ah mon Dieu! Qui vient de publier un nouveau pastiche. Ils ont eu, mais je les ai entendus citer dans les radios, incroyable, une publicité officielle. Avec une publicité laudative même. Ouais. Ils ont sorti quelque chose qui s'appelle le Figagaro. Oui. Et c'est pas mal du tout, on va en parler avec eux. Mais vous aviez d'autres livres là? Ah oui, mais j'en parlerai après. Vous voulez qu'on en parle tout de suite? Non, on en parlera après. J'ai vu qu'il y avait un très joli livre que je vais sûrement m'offrir. Elle pistonne les copains, parce que j'ai reçu le livre de Maurice Bardèche, Souvenirs, qui est paru chez Buchet-Chastel, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc je parle des livres quand je les ai lus, sauf exception. Et d'ailleurs là... Oui, on vous connaît. Oui, non, c'est vrai. Et là, il y a une exception notable, c'est un livre d'Alain Vircondelet, qui s'appelle Naissance d'un père, naissance étant écrit au pluriel, et qui parut aux éditions du Rocher. Or, je me suis livré à une manie que j'ai depuis longtemps, qui est d'ouvrir le livre à la première page, puis à la dernière. Et puis du coup, je me suis dit que la première phrase et la dernière étaient tellement belles que j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur du livre. Mais c'est absolument... ça a l'air magnifique, comme ça, en lisant, en piochant dedans. Voilà, je lis le dernier paragraphe, pour vous donner envie de lire tous les autres. C'est l'histoire d'un monsieur qui a un enfant. Pas lui, enfin, mais il devient père, quoi. Et alors le dernier paragraphe, c'est ça. J'ouvris la porte et fis grincer le parquet en passant le seuil. Je la refermai doucement comme on clôt un livre, l'enfermant ainsi dans son gouffre d'images. Mais Antoine ne dormait pas, ses yeux noirs luisaient dans l'obscurité. À mi-voix, il parlait lentement, distinctement, et ce qu'il disait installait l'enchantement. Il disait « Ne t'en va pas, papa, reste avec moi, encore un peu, un tout petit peu, seulement une goutte. Écoute les étoiles. »
Oh, c'est beau. C'est magnifique. Alors c'est très très beau. Et la première phrase, longtemps il ne sait pourquoi il crut qu'il n'aurait jamais d'enfant, qu'il resterait dans ce temps libre d'enfant. Longtemps il crut que c'était aussi cela sa liberté. Longtemps encore il imagina que les livres qu'il avait écrits les remplaceraient, que ceux qu'il écrirait lui donneraient cette affection, ces joies irremplaçables que les parents prétendent éprouver auprès de leurs enfants. Je ne sais pas du tout qui est Alain Vercondelet, mais ça a l'air drôlement beau. C'est paru aux éditions du Rocher. Ça fait pleurer? Pourquoi ça vous fait pleurer? Philippe, il pleure, il pleure. Il verse une larme. Ah, voilà une chose que je dois dire absolument. Il faudra dire au moins 6 fois au cours. Oui. C'est que le meeting du 18 mars aura lieu le 17 mars. Vous savez, c'est la fameuse histoire. Tant mieux, parce que c'est justement le jour de Radio Courtoisie. Et alors on ira en sortant, c'est juste à côté. À quel endroit? Dites-nous tout, au stade de Pierre de Coubertin. Voilà. Alors c'est un meeting qui était prévu le 18 mars. Et savez-vous ce qui s'est passé Mais le 18 mars, il paraît qu'il y a des gens qui vont courir après un ballon, comme d'habitude. Ah oui, Real de Madrid. Real de Madrid contre PSG. Alors là, vraiment, c'était une méchante concurrence. Ouais. Alors donc, le meeting a été avancé. Monsieur, pas une concurrence, c'est tout simplement parce que Coubertin est tout près du Parc des Princes et que matériellement, c'est inaccessible quand il y a un match. Parce que vous avez pour les places 700 millions d'amateurs de football qui se précipitent pour... Bon, je vais essayer de pas être désagréable, parce qu'on ne sait pas, il y a peut-être des électeurs qui jouent au football. Il y a sûrement des électeurs qui jouent au football. Voilà. Donc je ne dirai rien. Mais n'empêche que le grand meeting avec parisien de Jean-Marie, comment déjà? Jean-Marie Le Pen. Ah, Le Pen, c'est ça. Jean-Marie Le Pen à Paris, au stade Pierre de Coubertin, aura lieu le 17. Mercredi. Pardon. Et non pas le 18. C'est très important de le dire. Oui, parce que si vous arrivez le 18, vous allez être étonné de découvrir que le meeting n'a pas lieu. Hein? Bien. Alors, maintenant que vous avez le programme de l'émission, je suis obligé de vous dire que si par hasard ça ne vous intéressait pas, vous avez encore une ressource pour occuper votre soirée. C'est d'aller goûter les magrets de canard de Valérie, parce que... Mais je vous dirai après l'émission. Non, c'est après l'émission, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Elle fait des magrets de canard au cidre qui sont des pures merveilles, je le dis, mais voilà, je suis obligé de le dire. Vous savez, Valérie Delahaye, c'est la nouvelle patronne du Père Tranquille. Alors, si vous voulez goûter les magrets de canard de Valérie... Avenue du Maine. C'est ça, c'est 30 avenue du Maine. Et vous pouvez téléphoner au 42 22 88 12. 42 22 88 12. Pour réserver. C'est tout petit. Et alors elle a dit qu'elle faisait 10% aux auditeurs de Radio Courtoisie. Donc vous entrez et vous dites j'écoute Radio Courtoisie et tac, elle vous remet 10% de l'addition. Après vous pouvez partir sans manger, comme ça vous avez gagné 20 francs. Non, c'est pas une C'est des conseils vraiment tout à fait déplorables. Bien, dernière chose, j'ai de nombreuses lettres à propos du journal. Le journal que je me prépare à faire. Et même que nous préparons. Et même que j'ai vu un projet de première page. Oui, voilà, mais il ne faut pas le dire. Alors, c'est très joli. Je ne peux que répéter l'adresse parce que je ne veux pas m'amuser à faire la promotion d'une façon éhontée. Si, pourquoi pas. Pour ce journal. Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que Jean Madiran m'a accordé une grande place dans Présent. Ce dont je le remercie vivement, ce qui fait que 2 jeunes journalistes de Présent qui s'appellent Jeanne Smith et Caroline Parmentier, jeune et ravissante d'ailleurs, j'ajoute, et brillante, on publie une interview de moi. Vous savez, on se met à faire comme à la télé maintenant, on s'interviewe entre journalistes, etc. Voilà, on comprend. On commence à savoir. Et donc, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet dans Présent, donc on peut commander ce numéro de Présent si vraiment on veut savoir. C'est dans quel Présent? C'est le Présent d'aujourd'hui qui est paru lundi à midi. Autrement dit, mardi matin pour ceux qui le reçoivent. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'il s'agira d'un décadaire. Je ne sais pas si je l'avais dit, ça. Oui, vous l'aviez dit, mais vous pouvez le répéter parce que comme c'est inhabituel. Oui. Donc c'est un journal qui paraîtra tous les 10 jours, comme son nom l'indique. Et ça n'a rien à voir avec le calendrier révolutionnaire, parce que ma femme, que j'adore et que j'embrasse, me dit, mais tu fais un décadaire, tu te rends compte, c'est comme le calendrier révolutionnaire, etc. Je vous signale que c'est vrai, le bon Dieu a fait des semaines de 7 jours, mais il a fait des mains de 10 doigts, enfin 2 mains. Il a fait 2 mains de 5 doigts. Donc finalement 10, c'est aussi un chiffre qui peut être ramené
puis de toute façon, comme vous n'allez pas vendre en kiosque, c'est pas très gênant, parce qu'en kiosque, ce serait un peu ennuyeux, parce qu'on ne saurait plus très bien quel jour, tandis que là... Alors, il paraîtra, je sais pas encore, c'est pas bien clair, le mardi et le vendredi, ou le lundi et le jeudi. Mardi et le jeudi ? Je sais pas si c'est Philippe qui décide tout ça, moi je suis exécutant. Non, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est important de le dire, parce que beaucoup d'auditeurs ou de lecteurs m'écrivent en disant on l'achètera en kiosque. Non, vous pourrez pas, il sera pas vendu en kiosque. Pour une raison très très simple, c'est que pour avoir une diffusion, parce que la presse est faite comme ça aujourd'hui. Comprenez bien, quand on parle de la liberté de la presse, c'est une mauvaise plaisanterie en réalité. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas possible de faire distribuer des journaux à petit tirage. C'est impossible de les faire distribuer par les circuits normaux. Donc pour avoir une vente à peu près correcte d'un journal, il faut le tirer, je dirais au minimum à 80 000 exemplaires. C'est vraiment le minimum. Et avec 80 000 exemplaires, on peut espérer une vente avec beaucoup de chances de 30 000 exemplaires. Autrement dit, il y a 50 000 exemplaires qui vont directement au vieux papier. Alors c'est difficilement acceptable sur le plan éthique, et même je dirais écologique, mais c'est absolument insupportable sur le plan financier. Donc il ne sera pas en vente en kiosque, et pour ça, j'ai pas eu besoin d'aller chercher mon exemple très loin. Je me suis contenté d'imiter servilement Présent et Jean Madiran, qui ont lancé à la grande époque, d'ailleurs qui est toujours en cours, mais qui ont lancé leur journal par abonnement uniquement, et c'est quand il a été bien installé dans ses abonnés, si j'ose dire, qu'ils ont tenté l'aventure du kiosque, mais c'est une aventure très difficile et très périlleuse. Voilà, donc je me permets de rappeler l'adresse à laquelle ce décadaire de civilisation française et de tradition catholique sera domicilié. Voilà, l'adresse à laquelle on peut écrire, etc. C'est 68 rue David d'Angers. D apostrophe. D apostrophe en ANGVRS, 75 019 Paris. C'est une adresse postale, je le précise. On ne peut pas recevoir à cette adresse. Il est inutile de s'y présenter. Il n'y a pas de bureau pour recevoir. J'expliquerai pourquoi. J'ai installé mes bureaux dans d'autres locaux dont je ne peux pas donner l'adresse aujourd'hui parce que je suis hébergé par quelqu'un. Nous sommes en train de vivre une aventure tout à fait passionnante et amusante. Voilà. Bon. Et vous pensez faire le premier numéro à quelle date? Eh bien, si Dieu veut, il sortira le 2e mardi d'avril. Oui. Donc c'est assez rapide maintenant. C'est très rapide, c'est après Pâques, juste. C'est juste après Pâques, j'ai attendu. Je n'ai pas voulu sortir pendant la semaine sainte parce que ça me paraissait incongru. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Un auditeur pense que vous devez sûrement fumer en cachette. C'est pas. Non, il ne fume plus, je le jure. Non, pas du tout. Ça fait 4 ans que j'ai pas fumé. D'ailleurs, je précise que j'ai commencé à tousser le jour où j'ai arrêté de fumer. Mais non. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Non, mais là, c'est simplement que j'ai attrapé une mauvaise routine. D'autres questions passionnantes, ma chère Victoria? Non, pour le moment, non. Je reçois beaucoup de messages, mais vous n'avez pas encore de questions passionnantes. Bon, alors la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si c'est Le Pen qui a tué Roseau, quand même. C'est à ça que tout le monde s'intéresse. Ah, oui. Alors, si on en croit les journaux, la télévision, la réponse est oui. Il faut bien dire que quand même, en gros, la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Le Pen, interrogé sur la disparition de Roseau, a dit « je n'avais pas d'estime pour lui ». Alors tous les journaux serinent cette phrase, en oubliant d'ailleurs de faire remarquer que Le Pen n'a pas dit ça comme ça. Il a dit « c'est un crime abominable qui doit être puni avec une sévérité exemplaire ». Oui. Cela dit, je n'avais pas d'estime pour Jacques Roseau. Alors je vais troubler les enquêteurs, parce que je suis obligé de dire que moi non plus, je connaissais Jacques Roseau, pas bien mais je le connaissais, et j'avais pas non plus d'estime pour lui. Or, je vois pas pourquoi le fait qu'il ait été assassiné ajouterait de l'estime à ajouterait à un personnage une dimension estimable. Il est regrettable que cet homme encore jeune ait disparu dans des circonstances aussi tragiques et violentes. C'est très triste pour sa famille, et je compatis sincèrement à la douleur de sa famille, mais je peux pas dire que du jour au lendemain, je vais me mettre à estimer Jacques Roseau, qui de son vivant me paraissait pas du tout estimable, parce qu'il me paraissait avoir trompé les pieds noirs, mésusé de leur, et puis surtout détourné la force politique ou la force
Oui, la force humaine et politique que représentaient les Pieds Noirs. Mais bon, Dieu et son âme. Alors, simplement, je dis ça pour montrer que Le Pen n'est pas forcément coupable. Je peux aussi, moi, être coupable. Mais bon, simplement, j'ai un bon alibi, j'étais pas à Montpellier ce jour-là. Et d'autre part, je sais pas me servir d'un pistolet. Surtout quand c'est un revolver. Voilà. Non, c'est intéressant quand même de montrer que, enfin, de souligner le fait que... C'est scandaleux tout de même la façon dont les cousins disent, en gros, c'est le Front National, hein, c'est l'extrême droite. Oui. C'est eux à chaque fois. Oui. Voilà, c'est un nouveau Carpentras. Mais ça tourne toujours autour des mêmes gags. C'est dans le même lieu. Oui, c'est proche, oui. Avez-vous des... Mais on nous pose des questions à propos des églises. Oui. Quelqu'un, bien sûr, s'inquiète de savoir quand vous ferez paraître le 2e tome de notre ami La Nuit de Jéricho et notre ami le lieutenant Poignard qui est toujours sur son Python. On aimerait bien le voir en descendre. Il est indélogeable. Non, prochainement, je pense d'ici quelques semaines, voilà. Alors on nous parle des églises actuellement. Une église traditionnelle Notre-Dame de Marie Médiatrice, 48 bis boulevard Serrurier dans le 19e, dont personne ne parle et qui est toujours vide. Et pourquoi elle est inaccessible? Alors je suis désolé de dire que c'est absolument tout ça et pas exact, voilà. Sainte-Marie Médiatrice d'ailleurs ne s'appelle plus Sainte-Marie Médiatrice, s'appelle Notre-Dame de Fatima, pour l'excellente raison que cette église a été attribuée à la communauté portugaise, la communauté catholique portugaise de Paris. Elle est loin d'être vide, elle est pleine à craquer en permanence, et je vais très souvent à la messe quand j'ai pas la possibilité de me déplacer, parce que c'est tout à côté de chez moi, je précise, et surtout parce que une messe en portugais, c'est presque comme une messe en latin. Comme on comprend pas le sermon, on est tranquille. En plus, ils peuvent dire toutes les bêtises qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Les prêtres sont charmants, mais c'est pas du tout traditionnaliste, mais pas du tout. Alors, ne vous laissez pas surprendre. Je pense que la confusion vient du fait qu'à l'époque où Monseigneur du Cobourget voulait avoir une église traditionnaliste à Paris, on lui avait proposé Sainte-Marie Médiatrice et Monseigneur du Cobourget avait répondu c'est un assassinat différé parce que comme Sainte-Marie est coincée entre le périphérique et les Maréchaux, il y a une traversée des boulevards des Maréchaux qui est extrêmement redoutable. Et il avait dit, mes ouailles vont mourir par paquet de 12. Donc il avait dit, c'est un assassinat différé. Et il avait refusé Sainte-Marie Médiatrice. Voilà, Et avez-vous entendu parler de la chapelle du roi, boulevard Magenta? Non, moi, il n'y en a pas connu. Connaissez-vous cette chapelle? Est-ce une chapelle traditionnelle? Apparemment, non. Pas entendu parler. D'autres questions? On vous demande aussi le nom du chanteur russe de l'indicatif. Écoutez, je l'ai eu su, comme on disait dans le midi, mais il m'est sorti de l'esprit, mais on va certainement nous le téléphoner. Là. On voudrait savoir le nom du chanteur russe de l'indicatif. Et puis alors, on a une question ou deux à propos du fameux mode de scrutin. Parce qu'on se demande si vous pourriez expliquer pourquoi, ayant autant de voix, on risque d'avoir aussi peu de sièges. C'est élémentaire. Oui. Il existait en 86 un mode de scrutin qui était le mode proportionnel, c'est-à-dire que les députés, le nombre de députés de chaque mouvement ou parti était proportionnel au nombre de voix recueillies par la liste présentée par chacun de ces mouvements ou partis. Oui. Ok. Oui, bon, c'était donc très clair. Oui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé 35 ou 36 députés du Front National à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, Monsieur Pasqua, le célèbre charcutier grossiste, qui à l'époque avait tenu sa boutique rue des Saussets, a trouvé qu'il fallait absolument mettre un terme à ça, et il a fait d'abord un charcutage de circonscription, et ensuite une loi qui a fait disparaître la proportionnelle et réinstauré le scrutin de circonscription. C'est-à-dire le scrutin de circonscription, ce sont les candidats qui obtiennent plus d'un certain pourcentage de voix, je sais d'ailleurs plus lequel exactement, qui peuvent se présenter au deuxième tour, se représenter ou se maintenir au deuxième tour. Et étant donné que le Front National va avoir à affronter une coalition de la gauche et de la droite, qui est annoncé officiellement. Ils appellent ça le pacte républicain en plus. Ah oui. Parce qu'il paraît que le Front National n'est pas un parti républicain. Je veux bien savoir ce que c'est pas un parti républicain. Alors donc, partout où un candidat du Front National va se présenter, eh bien, il a toutes les chances d'être battu, puisque, normalement, le candidat de gauche ou de la fausse droite le moins bien placé
devrait s'effacer au profit de son concurrent complice de la fausse droite ou de la gauche, pour obtenir que la certitude que le candidat du Front National sera battu. Il faut dire que le scrutin de circonscription, c'est un scrutin qui nécessite la mise en place très longue d'une action de terrain. Or, c'est un scrutin qui sert les notables, qui sert les gens installés dans leur bled. Or, le Front National n'a jamais été un parti de notables. Et puis en plus, là, ils font une alliance, le RPR et l'UDF, on connaît leurs différences, leurs divergences, mais ils y vont unis comme au front, uniquement pour la période électorale. Donc, comme ils sont plus importants, ils remportent forcément davantage. Voilà, je ne sais pas si on a été assez clair. Roger, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Roger. On nous demandait d'expliquer la question des... Pourquoi avec 15% des voix, on risquait de n'avoir qu'un seul siège? Mais parce que c'est les magouilles, voilà. Le découpage a été fait pour ça, et les socialistes se désisteront au profit des communistes, alors que le RPR et l'UDF feront voter communistes contre nous aux endroits, ou socialistes aux endroits où ils le pourront. Et j'ai encore beaucoup de questions. Je compte d'ailleurs, si c'est possible, tout à l'heure parler de tout ça en ce qui concerne la Seine-Saint-Denis et donner quelques exemples. Voilà, mais c'est pour ça qu'on t'a demandé de venir. Il y a plusieurs personnes qui demandent qui sont ces personnes de l'Alliance populaire qui reprennent tous nos thèmes. Oh, écoutez, on va pas, ça n'a vraiment pas très monté en épingle. Oui, d'accord, bon, c'est pas la peine d'en parler. Il s'agit d'une opération qui a été tentée 6000 fois. Ce sont des opérations de diversion auxquelles il est parfaitement de diversion, de division. 1 ou 2%. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont ce qu'on appelle des candidatures fantoches. Enfin, on les connaît, ces garçons. Ils sont pas méchants d'ailleurs, mais. Voilà. Puis on leur paye leur campagne, comme c'est. Ah, ça, je sais pas. J'ai absolument aucune preuve de ça. Mais ce que je sais, c'est que ce sont de gentils garçons. Mais je comprends pas leur attitude. Je vois pas du tout quel intérêt ils ont à présenter des candidats qui vont faire 1,2% ou 0,8% des voix et qui seront prises évidemment sur l'électorat naturel du Front National. D'autres questions? Non, pour le moment, non. D'autres réflexions? Non, rien. Bon. Eh bien, alors, on va maintenant donner la parole à Roger Hollande, qui nous a rejoint après avoir longuement cherché, je pense, un endroit pour se garer. Oui, mais c'était à 6h30. Ah ben, c'est très bien. Voilà, c'est le chanteur qui arrive. Ah ben voilà, j'étais sûr qu'il écoutait, c'est pour ça que je lançais cet appel. Alors, la magnifique voix des chœurs Montjoie, non, pas la seule, mais celle qu'on remarque parce qu'il cause l'étranger. En solo. C'est Alexis Siolkovitch, voilà, qui est un auditeur de Radio Courtoisie et qui est un homme de grand talent que je salue et à qui je rappelle qu'il me doit une traduction. Mais enfin, c'est pas grave. Pardon. Roger. Donc ce soir, tu es venu non pas pour parler. Je suis venu pour parler un peu politique, voilà. Plus exactement politique en Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis, ça n'est quand même pas rien, puisqu'il y a 1 350 000 habitants. Et sur 1 350 000 habitants, il y a 30% d'immigrés, le plus fort taux de délinquance de France, 130 nationalités. Et ces chiffres de 130 nationalités sont donnés par la Gazette du Palais. Combien? 130 nationalités? 130 nationalités. C'est incroyable. La Gazette du Palais, qui est le journal du syndicat de la magistrature de Bobigny, qui le dit. Enfin, qui l'imprime. Le taux de chômage est réellement de plus de 18%. Sans compter le travail au noir et les emplois précaires. Alors ça fait quand même longtemps que nous nous battons dans ce secteur. Et il faut bien rappeler que le Front National est la première force politique de la Seine-Saint-Denis avec 23,66% des voix, ce qui n'est pas rien. Et j'ai l'exemple dans mon coin et dans la municipalité où je suis élu, conseiller municipal. Nous aurions très bien pu enlever la mairie depuis longtemps au maire communiste, mais c'est le refus systématique d'entente du RPR et de l'UDF avec le Front National qui fait que nous n'avons
pas pris la mairie de Sevran, mais ailleurs aussi, le maintien des communistes dans les mairies, au Conseil général, où ils ont la majorité, 21 sièges sur 40. Alors ça, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un reproche constant, par exemple dans le Figaro Magazine, on lit ça sans arrêt, sous la plume de divers commentateurs. Le Front National sert les intérêts du Parti Socialiste en empêchant la droite d'accéder au pouvoir par sa présence, ce qui est un reproche assez paradoxal en réalité. On n'aurait pas le droit d'exister. En fait, on est pour le génocide des nationalistes. La vérité est quand même légèrement différente. La vérité, c'est que dans tous ces secteurs, nous sommes devant eux et que voudraient que nous nous retirions, alors que la logique veut que ce soit les... C'est eux qui appellent ça la discipline républicaine. Normalement, oui, la discipline républicaine, c'est contre nous. L'entente républicaine, c'est contre nous. A priori, pour eux, nous ne sommes pas des républicains. Bon, mais l'exemple le plus frappant, c'est que moi, j'aurais pu battre le maire de Sevran, qui est conseiller général, hein, et si j'avais battu le maire de Sevran, eh bien, comme les communistes au conseil général ont 21 sièges sur 40, bon, ben, ils n'avaient plus la majorité absolue. Et puis, il est bien sûr et certain qu'on pouvait prendre d'autres mairies, puisque à l'heure actuelle, les communistes ont quand même un certain nombre de mairies. Je crois que je l'avais noté. Ils détiennent encore 19 villes sur 40 en Seine-Saint-Denis. Mais là, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de cette affaire. Comment ça s'est passé au moment des élections? Tu as eu des contacts avec les gens de l'UPF ou l'UDF ou l'RPR, je sais pas comment il faut. Je connais les gens de l'UDF et du RPR, les candidats normaux, puisqu'ils se regroupent à chaque fois, ils n'ont qu'un candidat unique. Et la dernière fois, j'avais demandé à Madame Bravet, qui représentait ce regroupement, de ne pas se présenter. Elle avait quel pourcentage? Elle avait 4 points de moins que moi, 4 points et demi de moins que moi, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, ce qui fait que l'unité au deuxième tour, on pouvait largement écraser donc, les communistes. Pour être bien précis, si lors de la dernière consultation électorale, la coalition RPR-UDF avait joué la discipline républicaine, c'est-à-dire s'était effacé devant le candidat anti-socialiste, anti-communiste, anti-marxiste le mieux placé qui était toi, tu étais à peu près assuré d'être élu, par la conjonction des voix de toute l'opposition anti-marxiste. À ce moment-là, tu faisais perdre la ville de Sevran aux communistes, tu faisais perdre le Conseil général de Seine-Saint-Denis. La dynamique de l'unité pouvait jouer et peut toujours jouer contre le maire actuel. Or, il faut savoir quand même une chose, on l'a écrit des centaines de milliers de fois, mais apparemment c'est pas encore rentré dans le crâne de beaucoup de gens, que le pouvoir municipal des communistes leur a permis au Parti communiste d'installer en France une formidable mafia, une mafia de voleurs, de prébendiers, de faux facturiers, qui est parfaitement comparable à ce que font certains socialistes, qui pompent les finances municipales à travers des sociétés écrans, à travers des opérations de fausses factures. Il faut savoir par exemple que, ça c'est Montaldo qui l'avait révélé dans la France communiste, une des sources de financement, c'est toutes les fournitures scolaires qui, par l'intermédiaire, qui dans toutes les municipalités communistes, un tas de sociétés pour tout, passent obligatoirement par des sociétés d'achat, des centrales d'achat communistes. Avec bien souvent, il faut le reconnaître parce que c'est notre honneur à nous de reconnaître, avec des gestionnaires et qui sont des fois des gars corrects. Il y a les gestionnaires d'un côté et les gens du parti de l'autre. Tout ça, ils n'ont pas fait que des bêtises. Bon, ils ont tué ces régions en construisant tout et n'importe comment, bien souvent, pour avoir des électeurs. Puisque quand tu as des appartements à donner au prix du HLM, c'est quand même facile d'avoir du monde. Bon, il faut bien savoir aussi que quand nous partons aux élections, ils ont déjà une bonne avance avec les 800, 1000 ou 1200 employés municipaux, leurs femmes, les cousins, les tontons, les grands-pères qui ont été logés. Bon, ils savent manier le pognon, ils cherchent du pognon, ils en trouvent, mais ils savent comment s'en servir.
Et c'est maintenant devenu pratiquement la seule chose, puisque l'Union soviétique ayant disparu comme... C'est certain que depuis qu'ils n'ont plus l'Union soviétique, ils rament un peu plus, c'est sûr. Ça, on le voit tous les jours. Mais ce qui est inexplicable, la chose dont tu parlais là est inexplicable. Mais ce qui est inexplicable aussi, c'est par exemple, je vois aujourd'hui là le Parisien libéré. Bon, je suis passé voir ce matin les rédacteurs du Parisien libéré. Et là, il y a un article sur Le Pen, où quand tu prends toutes les déclarations de Le Pen, elles sont bonnes, hein. Mais le titre, en première page, La vérité version Le Pen, le président du Front National s'est confié sans prendre de gants aux Parisiens, visite guidée dans l'univers lepéniste. Eh bien, ce que dit Le Pen et qui est présenté par ces gens-là, qui se prétendent journalistes, qui ont la carte de presse, ce qui est présenté comme quelque chose d'absolument horrible, page 3, hein, on nous annonce, il y a l'interview d'un conducteur de bus qui en a marre, qui ne peut plus vivre et qui dit que tous les jours son autobus est pris d'assaut, que les gars lui crachent dessus, que il le nargue, qu'il s'installe au fond du bus et avec de la musique et tout, enfin que ça n'est plus possible. Et une page ou deux plus loin, on apprend là que des joueurs de basket de ce rang ont été agressés. Et quand tu lis le papier, pourquoi ont-ils été agressés? Ben, ils ont été agressés parce que un s'était fait voler sa moto, hein, après le match ou pendant le match, et puis ils ont été à quelques-uns pour essayer de retrouver la moto. Et là, ils ont vu la moto, ils ont vu le voleur, mais et c'est noté là-dedans, il y a 30 individus de race noire, c'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien de ce matin, qui les ont attaqués. Il a fallu 13 véhicules de police pour venir et pour mettre de l'ordre dans tout ça. Alors dans le même journal, qui de page en page relate ce genre de choses, quand il s'agit de la Seine-Saint-Denis, on arrive à nous insulter. Ouais. C'est-à-dire, ils disent, eux, pour vendre leur papier, la même chose que nous, et ils rapportent des faits que nous dénonçons depuis des années, mais avec toujours, c'est contre nous. Nous sonnons le tocsin, c'est donc nous qui avons tort. Écoute, j'étais samedi soir dernier dans la banlieue d'Orléans pour soutenir le candidat du Front National local qui s'appelle Michel Rotet. Donc j'étais en train de faire mon discours. On a été attaqué, le meeting a été attaqué au fusil, s'il vous plaît, par une bande de Turcs qui ont tiré sur nous. Bon, le lendemain, alors dans la presse, absolument rien dans la presse locale, rien du tout. Il a fallu que Michel Rotet fasse une protestation auprès de FR3 local et auprès de la presse locale pour que finalement il se décide à publier quelque chose. Et cette chose est devenue, dans la presse parisienne, par l'intermédiaire, je pense, de l'AFP, l'information suivante, échange de coups de feu entre des militants du Front National et des Turcs. Et c'est absolument faux, j'étais là, je l'ai vu de mes yeux. Mais c'est ahurissant. On a été attaqué par une voiture remplie de Turcs qui a tiré un coup de feu. C'est ahurissant que des Français trouvent normal que des étrangers viennent attaquer des Français dans leur pays. Que ce que nous disons plaise ou ne plaise pas à ces étrangers, ils ne sont pas chez eux. Et nous sommes chez nous. Et nous sommes en période électorale, nous avons le droit, étant un parti légal, de dire ce que nous avons envie de dire et de défendre notre programme. Eh bien, c'est normal qu'on soit attaqué par des étrangers. J'ai cette nuit-là, dans le secteur à côté du mien, une équipe de colleurs qui a été attaquée par une bande de Maghrébins sortant des immeubles, des pavés, des bouteilles sur les véhicules et tout. Il faut quand même rappeler que les véhicules sont ceux des militants, hein, et ce sont des véhicules qu'ils achètent avec de l'argent. Ils roulent avec leur propre essence. Hein, ce ne sont pas des militants qui sont payés pour faire ça. Ils le font par idéologie. Un auditeur nous fait remarquer une chose qui est vraie, là, je l'ai sous les yeux. La photo de une de Jean-Marie Le Pen, publiée par Le Parisien, est une photo retouchée grossièrement. Tu as vu comme... Mais c'est pour ça que je suis allé voir le rédacteur en chef mais je n'ai vu que le rédacteur en chef responsable des pages de Seine-Saint-Denis, et je lui ai demandé si vraiment il estimait que dans un journal d'information, une telle photo, c'était
du travail de journaliste. Ouais. Et si vraiment il pensait que le fait d'avoir la carte de journaliste, ça lui permettait, et ça leur permettait, ses collègues et lui-même, de s'engager politiquement. Je vais te dire une chose, c'est mon opinion de journaliste. Hein. Ces types-là, on sait qui c'est, on sait au service de qui ils sont, donc c'est pas étonnant qu'ils fassent ce boulot. Moi je dis que ceux qui sont à blâmer dans une affaire comme ça, c'est ceux qui persistent à acheter des journaux comme ça. Parce que quand tous les matins vous achetez un journal dans lequel systématiquement vous vous faites cracher la figure, insulter, traîner dans la boue, calomnier, diffamer, eh ben vous êtes complice de la diffamation. Moi je dis qu'il n'y a plus un militant, plus un sympathisant du Front National qui devrait acheter des journaux qui, à longueur de journée, à longueur d'année, nous vomissent des sanies et des insultes au visage. Et puis je crois aussi qu'il faut que les gens de chez nous prennent l'habitude d'écrire, pas des lettres d'insultes, mais des lettres correctes, disant qu'ils n'acceptent plus d'être traînés dans la boue comme cela est fait. Ce matin j'ai téléphoné, je dis à ce rédacteur en chef, responsable des pages de la Seine-Saint-Denis, je lui ai dit, si vous me raccrochez au nez, je descends chez vous. Il m'a raccroché au nez, je suis descendu chez lui. J'ai été le voir et je me suis présenté. Et voilà. Je suis l'homme à qui vous avez raccroché au nez. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal? Je vous amène mon pédigré. Voilà, vous le lirez tranquillement cet après-midi pour voir si je fais partie de ces gens à qui on doit cracher à la gueule et raccrocher au téléphone. Oui, mais ça c'est parce que toi tu considères que le fait d'être un ancien combattant, un héros, parce qu'il faut dire le mot, un des plus jeunes résistants de l'histoire, d'être décoré au point que tu peux même pas porter toutes tes médailles, tu considères que ça te mérite le respect. Mais pour ces gens-là, non, ça fait de toi... Je préférais quand même aller le voir carrément, gentiment, sans être grossier. Je pense qu'il faut quand même qu'ils sachent qui nous sommes exactement. Bon, ils continueront peut-être à nous insulter, mais ils sauront à ce moment-là qu'ils se conduisent comme des malfaisants et des gens qui ne font pas leur travail de journaliste. Parce qu'il ne manque pas de journaux de parti, de journaux de mouvement où des journalistes, en gagnant 3 fois rien, peuvent travailler et défendre leurs idées, alors que ça, ce sont des journaux d'information, et les gens qui écrivent dedans, les 3/4 du temps maintenant, sont des militants communistes, et bien toujours, d'ailleurs, de gauche ou d'extrême gauche, parce que le drame de ce pays, après 12 ans de socialisme, bon, le socialisme, c'est de l'eau de boudin, ça part de tous côtés, mais en 12 ans, ils ont permis à tous les gauchards et toute la chienlit de se mettre en place absolument partout. Alors, beaucoup d'auditeurs nous font remarquer d'ailleurs que l'affichage n'est pas fait. Alors tu viens de nous dire pourquoi. Effectivement, si les afficheurs sont attaqués, ils peuvent pas faire leur boulot. Alors on nous dit au Blanc-Ménil, à Drancy, dans plusieurs communes de la région parisienne, on ne voit pas d'affiches du Front National. Elles sont affichées, mais dès que c'est affiché, c'est recouvert. Enfin, il y en a quand même pas mal. Et puis on a pris la tactique du boitage. On croit beaucoup au tract bien fait, au boitage. Et on en fait énormément. Et en plus, nous n'avons pas voulu non plus comme il y a quelques années, mettre une profusion d'affiches un peu partout parce qu'on pense que les gens, ça commence à leur déplaire énormément. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si nous avions la responsabilité politique un jour peu ou beaucoup, je pense qu'il faudra faire respecter la loi des panneaux officiels, parce que les panneaux officiels ne devraient être touchés par personne. Nous ne touchons pas aux panneaux officiels, et le panneau officiel devrait être sacré. D'ailleurs, il y a une loi qui n'est jamais appliquée, qui prévoit 8000 francs d'amende pour les gens qui sont pris en train de déchirer les affiches sur les panneaux officiels. Bon, enfin, il est bien comme certain aussi, et il faut le savoir, c'est que les militants du Front National sont taillables et corvéables à merci. Ils payent leurs affiches, ils payent l'essence, ils sortent la nuit, ils se défoncent, et que, à la différence de ce qui se passait avant, c'est toujours les mêmes, absolument, qui font tout. Alors, et les gens qui ne voient pas d'affiches dans leur quartier, rien ne les empêche de passer au local du Front National de leur secteur, de demander des affiches et de sortir les coller la nuit prochaine. Après les avoir payés. Après les avoir payés, 1 franc 50 ou 2 francs l'affiche. Tu sais que je parlais tout à l'heure de Michel Roth.
lui a mis au point une technique d'affichage et de démarchage plus exactement qui est extraordinaire. Il a une vieille camionnette dans laquelle il met sa bicyclette parce qu'il a une circonscription qui fait 80 km de diamètre, ce qui est énorme. Donc, enfin, elle n'est pas circulaire, elle fait 80 km en longueur, pour exactement. Donc, il a une vieille camionnette dans laquelle il met sa bicyclette, ses stocks de tracts, et il s'arrête dans un endroit, il sort la bicyclette et il rayonne en bicyclette dans le secteur pour glisser ses tracts dans les boîtes aux lettres. L'occasion de rencontrer des gens, de bavarder avec eux. Nous faisons beaucoup de boitage et nous essayons justement de faire des tracts qui tiennent la route. Et le tract national qui a été fait cette fois-ci, avec les propositions du Front, la photo de Le Pen et parfois la photo du candidat local, passe très bien. Il y a rien de superflu et c'est bien expliqué. Il faut savoir quand même le danger que courent les militants du Front National en Seine-Saint-Denis, dans l'indifférence générale d'ailleurs, eh bien c'est que les vols à la tire, les viols, le cambriolage et les agressions ont augmenté de 12%. De 12%. Le trafic de drogue est installé en grand, et puisqu'il y a eu dernièrement 2 tonnes de résine de cannabis saisies à la Courneuve et 250 kilos de cocaïne saisies à Saint-Denis, dans les cités à haut risque. D'ailleurs, là, sur ce sujet-là, on pourrait s'interroger, parce qu'on a vu dans la presse, au moment de cette affaire, plusieurs articles qui expliquaient que c'était 2 familles qui travaillaient, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Il y avait ceux qui comptaient le fric, ceux qui l'encaissaient, ceux qui faisaient la vente, la distribution de la drogue, etc. Donc, mais on nous disait dans tous ces articles qu'on voyait des gosses de 18 ans qui arrivaient dans les cités à bord de flamboyantes voitures à 400 000 francs ou à 500 000 francs. Alors, moi, je sais pas, je viens de remplir... qui touchait le RMI. Le RMI. Alors, ils vont chercher leur RMI à bord de BMW à 300 000 francs ou à 400 000 francs. Moi, je veux bien ça, personnellement, ça ne me dérange pas. S'ils ont les moyens de faire des économies pour se payer des belles voitures, tant mieux pour eux. Mais je voudrais quand même faire remarquer une petite chose, c'est que quand j'ai rempli ma déclaration d'impôt l'autre jour, quand tu fais ta déclaration d'impôt, il y a un contrôle des signes extérieurs de richesse. Et si on a une voiture qui vaut 400 000 francs alors qu'on est au RMI à 4 000 francs par mois... Mais pour qu'il y ait un contrôle sur les signes extérieurs de richesse, il faut habiter dans un quartier où la loi rentre. Bon, dans ces quartiers à haut risque, la loi ne rentre pas, la police ne rentre pas, l'impôt ne rentre pas. Ce sont de véritables bastions étrangers. Et bien souvent, il y a eu l'exemple à Sevran même, voici quelques mois, de 2 gars qui s'étaient fait voler leur moto, un peu comme les jeunes basketteurs, là. Bon, c'était 2 gars qui étaient en train de faire l'essence dans une station-service, ils venaient d'acheter les motos. Un qui avait acheté un gros cube et un autre un trial. C'était des motos neuves. Bon, il y a une bande de loupards maghrébins qui sont arrivés, ils leur ont tapé dessus, ils les ont défoncés, ils sont partis avec les motos. Bon, les 2 jeunes, qui sont d'ailleurs venus s'inscrire au Front National après ça, ont repéré dans quelle cité étaient rentrés les 2 voleurs, et ils ont dit aux flics, c'est là. Mais les flics attendent toujours l'ordre de la préfecture de rentrer. Les motos n'ont jamais été récupérées. Quant aux 2 jeunes garçons qui sont venus s'inscrire au Front National, s'il faut que les Français se fassent voler chacun une moto pour venir s'inscrire au Front National, je pense que la situation n'est pas prête de se clarifier, parce qu'on ça va aller assez vite au rythme. Oui, mais on peut quand même se poser la question, par quelle aberration, par quelle monstrueuse propagande les Français en sont-ils arrivés à croire qu'ils ont chez eux le droit de se taire? Moi, quand je vois des gens qui se taisent, ou qui regardent derrière eux, quand on est en train de boire un café, on parle de l'honneur, de la patrie, du service de la France et tout, et les gens se retournent derrière eux. Mais je dis, mais enfin, la guerre est finie, les Boches sont partis, qu'est-ce que vous avez à regarder derrière vous? Vous regardez si ces gens qui sont apparemment des étrangers ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que vous avez dit du mal d'eux? Non, vous n'avez pas dit du mal d'eux. Vous parlez de votre pays, c'est votre pays, et eux, ils ont à vous attaquer ou à ne pas être contents parce que vous dites que la France veut rester française. Et on vient même de dire à l'instant qu'on n'avait rien contre les immigrés, mais qu'on avait tout contre le problème de l'immigration sauvage.
Eh bien, c'est comme ça. Moi, quand sur un marché à Sevran ou à Villepinte ou à Tremblay, je donne un tract, et que les Français qui sont là bien souvent, des couples âgés, prennent le tract en douce, le mettent dans la poche en le cachant et me disent « Allez-y, monsieur Lindre, allez-y, continuez ». Eh bien, ces gens se tairent, ces gens se taisent. Et quand j'arrive dans les rues, qu'est-ce que je vois 2-3 fois par semaine? Des camions qui sont là et les gens s'en vont. Les Dupont et les Durand s'en vont, ils déménagent. Ils déménagent pour aller où? À un endroit où il y a moins d'immigrés? En ne pensant pas qu'ils seront rejoints demain. Et ils iront où après? C'est vrai que M. Giscard d'Estaing a dit il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, je pense, mais tout compte fait, c'est moins grave qu'il n'y ait pas de travail pour les jeunes Français parce qu'ils auront toujours possibilité d'aller s'installer au Canada, qui est un pays de langue française. Et ce type a été président de la République et il va se représenter encore comme président de la République. Non, moi je crois que la situation n'est pas dramatique, mais elle est très grave et que les gens mettent les pouces et se taisent et que l'occupation étrangère est en train de se mettre en place, parce que les socialistes ont pris une situation il y a 12 ans qui n'était pas très brillante. Le problème de l'immigration maghrébine était loin d'être réglé. Eux l'ont envenimé les choses, et ils ont créé de toutes pièces l'immigration africaine, qui est 100 fois pire aujourd'hui que l'immigration maghrébine. Parce que les Maghrébins, il y a parmi eux des vieux qui ont opté pour la France, ou bien même des vieux qui avaient servi la France et qui en ont marre de tout ça parce qu'ils voient qu'en définitive, ça va leur retomber sur la tête. Tandis que les autres, comme ils sont arrivés dans une nation socialiste depuis des années et des années et des années, où rien n'était plus respecté et où la France ne se voulait plus ni respectée ni respectable de la vie même des gens qui nous dirigeaient, puisqu'ils étaient ici chez eux, puisqu'ils avaient des droits ici, on a cessé de le leur dire, et que les gens qui, en tant que Français, citoyens français, ayant bâti ce pays, à chaque fois que l'un d'eux dit quelque chose, c'est du racisme et de la xénophobie. On payera longtemps, et ce pays va payer longtemps les aventures ubuesques et dramatiques de M. Harlem Désir et compagnie. Et ça continue, puisqu'on vient d'apprendre que le Conseil d'État autorise les successeurs de M. Harlem Désir à rentrer dans les lycées, pour expliquer en définitive que les seuls salauds dans ce pays sont les Français. Tu sais, c'est pas très très étonnant quand on voit ce qui se passe en ce moment même sur France Inter l'après-midi. Il y a une série d'émissions sur la prétendue ratonnade du 17 octobre 61, et on nous explique, moi j'ai entendu ça cet après-midi, que le 17 octobre 61, la police a enlevé des centaines et des centaines de Nord-Africains, les a assassinés, noyés, torturés, transportés au Veldiv, ils sont bien enterrés quelque part. Alors, il y a qu'à chercher les cadavres. Ça c'est la première chose, mais je voudrais quand même ajouter un point qui me paraît important. C'est que si ça s'est passé, ça ne s'est d'ailleurs pas passé comme ça, mais si ça s'est passé, c'est un acte de guerre, puisqu'il faut rappeler que ces Nord-Africains ces Algériens qui étaient ameutés dans Paris, malgré une interdiction formelle de la manifestation, s'étaient ameutés à l'appel du FLN, qui était une organisation en guerre contre la France. On était donc en présence d'un acte de guerre déclaré contre la France sur le territoire français, et par conséquent, il était normal de tuer les gens qui faisaient la guerre à la France. Je vois pas pourquoi on justifie, on nous reproche. C'était la guerre du FLN transposée sur le continent métropolitain, et on oublie que la police avait fait venir d'Algérie des supplétifs harkis qui étaient dans la police parisienne, que les commissariats de beaucoup de quartiers chauds étaient blindés. Il y avait des murets en sac de sable devant, et derrière des flics aux aguets, pistolet mitrailleur aux côtés. Mais de toute façon, ces gens se croient intelligents en déformant la réalité des choses, ou en racontant la guerre sans jamais mettre dans le contexte. Ils oublient totalement le contexte. L'autre soir, je regardais éberlué à la télévision une émission dans la série Bas les masques, où la présentatrice qui fait ce genre d'émission est une bonne professionnelle. Bon, qu'avait-elle en face d'elle, cette bonne professionnelle? Là aussi, il y a que nous,
des gens qui sont pas d'accord avec nous, quand ils sont bons, on dit qu'ils sont bons, on va pas, bon. Cette bonne professionnelle était totalement dans l'erreur. Et elle avait en face d'elle quoi? Elle avait une jeune Algérienne qui se plaignait de ne pas pouvoir rester en France. Bon, et on voyait cette Algérienne, on la suivait un peu partout, elle faisait des démarches pour rester en France. Mais jamais personne ne lui a dit que son pays avait voulu l'indépendance, hein, que des centaines de milliers d'Algériens avaient été tués et des dizaines de milliers de Français et ensuite 150 000 harkis assassinés pour que l'Algérie ait son indépendance. Alors là, il y avait tout un tas de gens qui témoignaient, mais avec un culot absolument innommable. Alors il y avait un couple là, hein, bon, tout ça, manteau de fourrure, bien habillé et tout. Bon, c'était des gens mais je peux pas dire d'origine algérienne, puisqu'apparemment, ils étaient algériens, donc ils peuvent pas être d'origine algérienne. Ça voudrait dire des gens venus de là-bas, et qui se seraient devenus français. Ici, apparemment, que disaient ces femmes? Bon, elles disaient, dans un français très châtié, qu'elles avaient fait leur devoir. Et l'autre, la présentatrice, oui, très bien. Ah bon, oui, alors, oui, nous avons lutté contre la présence française en Algérie. Donc, nous sommes à l'aise. Ah bon? Et où êtes-vous depuis l'indépendance? Depuis l'indépendance, nous sommes installés en France. Et personne ne leur a dit, mais enfin, vous avez fait tuer des Français, vous les avez chassés de là-bas, et vous estimez avoir fait votre devoir en venant vous installer ici. Vous n'avez pas l'honnêteté, ayant fait combattre la France ou ayant vous-même combattu la France, hein, d'être resté là-bas. Et ça me rappelle cette chose aussi scandaleuse que j'ai citée dans des dizaines de dîners-débats. C'était un soir, un petit morveux de présentateurs, comme ils nous en sortent de temps en temps. Alors il y en a quelques-uns qui réussissent à s'agripper et à rester, mais de toute façon, pour rester, ils en remettent toujours dans le même sens. Et il y avait une fille de harki qui devait avoir 15 ou 16 ans. Et le présentateur lui disait: alors ça ne te fait rien, hein, que ton père ait été un collaborateur, hein? Ton père a trahi sa nation algérienne. Ah oui, bon, elle ne savait pas trop quoi dire, la fille. Et devant tous les racontars des autres, elle dit: ah, mais si, je me souviens, il m'a dit qu'un jour, il avait trahi la France. Ben, tu vois, disait l'autre. Mais comment peut-on prétendre recevoir des étrangers dans ce pays et faire en sorte qu'ils s'intègrent à notre nation? Comment, en crachant toujours sur ceux qui se sont battus pour nos couleurs, et en donnant l'absolution et en mettant des auréoles, hein, de gloire sur la tête de ceux qui nous tiraient dessus et qui ont tué nos copains, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour l'Indochine, hein, les gens qui ont trahi la France, qui ont tiré contre nous, ont plus de droits aujourd'hui ici que les gens qui ont servi dans l'armée française. On en a l'exemple tous les jours. Et moi, si je me suis battu pour que les Asiatiques qui avaient servi la France, hein, soient accueillis convenablement ici, surtout ceux qui avaient servi dans notre armée, on s'aperçoit aujourd'hui que des Chinois arrivant par Hong Kong de Chine communiste et qui arrivent par dizaines de milliers, voire même par centaines de milliers maintenant chaque année, hein, sont aussi français qu'eux en moins de temps, avec des papiers et avec tout. Et personne ne voit cette invasion, personne ne pense que tout cela va mal tourner. Et on continue à lui dire: mais enfin, vous attaquez les étrangers. Non, on n'attaque pas les étrangers. On défend notre pays. Ça n'est pas la même chose. Alors l'autre jour, un copain me disait: mais enfin, Roger, tu es comme nous, tu as été marqué par l'Indochine. Oui, j'ai été marqué par l'Indochine. Oui, je me suis battu avec l'armée française là-bas pour que le Vietnam, le Cambodge et le Laos ne connaissent pas le goulag communiste. J'ai même fait mieux, parce qu'alors que beaucoup avaient décroché, j'ai créé le Front uni de soutien au Sud-Vietnam. Et j'ai créé l'association France-Vietnam du Sud. Et je me suis battu avec quelques amis pendant des années dans les rues de Paris, en tenant l'affichage contre les maoïstes, contre les gens qui gueulaient dans les rues au Chi Minh. Donc je me suis battu longtemps pour ces gens-là.
presque 20 ans, 10 ans sur le terrain et 10 ans à Paris. Même là, je n'admets pas que les gens qui arrivent aujourd'hui fassent des Chinatov ou fassent un tas de choses comme cela. Je suis pour qu'ils soient dilués dans la population, bien que je respecte beaucoup les Asiatiques, je sais qu'ils sont travailleurs, mais on sait qu'aujourd'hui, avec des mafias qui s'installent, ils sont plus ou moins pris en main, qu'ils le veuillent ou non. Eh ben moi qui aime l'Indochine, qui aime ses habitants, je suis pour que cela soit respecté, ceux qui ont choisi la nationalité française, mais je suis pour qu'on soit draconien vis-à-vis de ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont des clandestins, et tout le monde sait par quelle filière ils passent, ça leur coûte environ 1,5 million de centimes à chacun pour arriver de Hong Kong et être installé à Paris avec des faux papiers. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant pour quelques minutes à ta circonscription. Comment elle se présente? Qu'est-ce que tu espères? J'espère être présent au deuxième tour. Et il est bien sûr et certain que si j'étais présent au deuxième tour, ce qui serait le cas d'école le mieux, pour le Front National et pour moi-même, qui suis le candidat, ça serait d'être présent contre le communiste à Sancy. Bon, là, il y a une dizaine de candidats. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont guère de chance, mais qui vont quand même picorer 1%, 2% par-ci par-là. Il y a 4 candidats écologistes parce que là c'est la folie totale. Ils ont des dissidents un peu partout. Il y a des gens dont on parlait tout à l'heure de l'Alliance populaire là qui reprennent les thèses du Front National et qui marquent sur leur tract exactement les mêmes choses que nous. Mais enfin on verra bien le résultat. Je pense être devant le gars je pense franchement, je l'espère, et les militants qui se battent avec moi l'espèrent aussi, que je serai devant le candidat de l'UDF. S'il s'avérait que je sois un candidat unique contre Assanci au deuxième tour, ben c'est là qu'on verra exactement de quel bois se chauffent les gens de l'UDF et du RPR, et s'ils sont une fois de plus d'accord pour laisser passer le communiste. Alors, il faut quand même que tu nous expliques. Donc, tu nous as dit, c'est une circonscription dans laquelle il y a 130 nationalités qui sont représentées. Non, dans la Seine-Saint-Denis. Dans la Seine-Saint-Denis, pas spécifiquement dans la totalité de la Seine-Saint-Denis. Il y a, sur Sevran, Villepinte-Tremblay, j'ai l'appui de certains groupes de gens d'Afrique du Nord, qui savent très bien que mon nationalisme français ne fait pas de moi un raciste, et ces gens qui ont choisi la France voici 20 ou 30 ans ou 40 ans pour certains, pensent que nous sommes les seuls qui pourrions demain mettre de l'ordre dans le pays, et eux sont d'accord pour que nous mettions de l'ordre dans le pays. Parce que les 3/4, ceux qui sont sérieux parmi eux, pensent qu'un pays ne peut pas se survivre à lui-même en laissant la chienlit s'installer partout. Alors, en dehors d'Assanci, tu nous disais, il y a 4 candidats écologistes. Oui, il y a 4 candidats écologistes, un candidat de l'Alliance populaire, un candidat socialiste, l'UPF, qui est un UDF, et moi. Plus quelqu'un du CNI, oui, plus quelqu'un du CNI. J'ai pas toutes les photos, là, plus quelqu'un du CNI. Bon, alors je ne les compte pas pour quantité négligeable, parce que moi je suis respectueux des militants qui se battent pour leurs idées. Je suis moins respectueux des gens qui se battent pour faire quelques voix et pour créer des problèmes au Front National. Je pense que le Front National avait assez de problèmes comme cela, sans que des dissidents viennent en remettre. Parce que les 3/4 de ces dissidents ont bien souvent été virés de chez nous pour avoir été plus à droite, plus extrême droite que nous. Et aujourd'hui, quand ils font campagne avec contre nous les mêmes thèmes que l'UPF ou les socialistes, ça fait doucement rigoler. Mais moi, je crois que ça mérite qu'on se batte, et je pense qu'on peut faire un très très bon score. Comment ça se passe au Conseil régional ? Au Conseil régional, Monsieur Giraud a eu sa majorité
en s'alliant avec les écologistes. Mais justement, qu'est-ce qu'ils font les écologistes au conseil régional, si on nous dit dans le pays qu'il y a des regroupements écologistes pour les élections, d'abord ça n'est pas totalement vrai, c'est même en grande partie faux, et au conseil régional, ils sont déjà 3 ou 4 groupes, ils se sont divisés, ils ne s'entendent absolument pas entre eux. D'ailleurs, la propagande qui est faite sur toutes les chaînes de télé et de radio pour les écologistes, c'est quand même ahurissant, parce que nous, ils nous ont reproché pendant des années de ne pas avoir de programme, alors que nous en avions un. Nous en avons maintenant un en béton, puisque nous nous sommes penchés sur tous les problèmes et nous avons essayé d'apporter des solutions à tous nos problèmes. Alors là, ils ont dit que 300 mesures, c'était quand même un peu trop. Si on en avait mis 40, ils auraient dit avec 40 mesures, ils veulent régler le pays. On en a mis 300 parce que il y a des sous-mesures, il y a un tas de choses à voir. Hein. Et je pense qu'en définitive, comme tout est à revoir dans le pays, on aurait peut-être pu avoir 600 mesures au lieu de 300. Enfin, il continue quand même, cette fois-ci que nous avons un programme, qu'il est imprimé, qu'il est distribué, qu'il est en vente. Bon, il n'en parle pas. Par contre, il parle de celui des écologistes, alors que les écologistes n'ont absolument aucun programme, à part, comme disait Le Pen, apprendre à chanter aux petits oiseaux. Et je vois dans les questions, par exemple, que m'a envoyé le Parisien pour que je réponde, tout tourne plus ou moins autour de l'écologie, ce qui me fait doucement rigoler, étant donné que nous avons toujours défendu la campagne française, nous avons toujours fait en sorte que la verdure persiste, nous avons été contre le béton parmi les tout premiers, enfin en définitive, on a fait de l'écologie sans le savoir, puisque le respect de la France et le respect des Français, c'est quand même la meilleure des écologies en définitive. Ah, tu vois, il y a un auditeur qui est argentin, qui vit en France et qui dit « Je suis ébloui parce que dit ce monsieur, pardon, sur votre radio, félicitations ». Alors je précise que cette radio, d'ailleurs, c'est Radio Courtoisie, qui émet à Paris sur 95.6. Non, il faut le dire, Victoria. Pas toutes les... Il faut le dire 3 fois par heure. Il faut dire que c'est Radio Courtoisie, mais c'est pas la peine de dire toutes les fréquences. Mais si, bien sûr. Mais écoutez, les gens qui sont à Chartres, qui essayent de nous avoir sur 95.6, du moment qu'ils nous faut bien leur dire que c'est sur 104.5. Moi, je pense d'ailleurs que si nous avions accès régulièrement et normalement à la télévision, comme les autres partis, parce que quand on voit Jean-Marie Le Pen qui passe, ou Karl Lang, ou Bruno Maigret de temps en temps, disons que Le Pen passe un peu plus souvent, les autres passent au moment des élections, alors que nos adversaires, non pas nos ennemis, mais nos adversaires politiques, passent pour le PR, pour l'UDF, pour le RPR, comme représentants du groupe de ces 3 partis, donc ça fait 3 à l'Assemblée nationale, comme représentants de ces 3 groupes au Sénat, comme ceci, comme cela, et c'est toujours ils ont toujours des gens... Sans compter quand on entend le président d'honneur de l'UDF, du PR, monsieur Léotard, qui est président d'honneur quand même. Monsieur Léotard, qui a construit le mur autour de sa villa tout seul, et qui va demain prétendre diriger le pays. Enfin, mais il construira peut-être les HLM tout seul quand il sera là. Bon, j'espère qu'on lui fera reconstruire l'Élysée quand il sera là. Il y a pas mal de bricoles à refaire. Roger, j'espère que la prochaine fois que tu viendras, je pourrai t'appeler monsieur le député, une fois de plus. Eh bien, on se bat pour ça, mais ce qui fait que les autres sont dans l'erreur, c'est que nous sommes un certain nombre, dans ce mouvement, à nous battre pour être députés, pour aller représenter nos idées à l'Assemblée nationale. Mais s'il arrivait que nous ne soyons pas députés, c'est pas pour ça qu'on baisserait les bras et qu'on arrêterait le combat. Oui, ça, je pense que si tu avais dû arrêter de militer le jour où tu n'as plus été député, ça aurait fait du bruit dans Landerneau, ça nous aurait bien amusé. Merci Roger. Je dis bonsoir à tous les amis de Radio Courtoisie et puis bon courage. Et je leur annonce à tous quelques mois à l'avance que la fête du CNC au château avec le chanteur Daniel Guichard aura lieu le 20 juin. Mais je reviendrai en parler. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Je préfère qu'ils notent tous sur leur petit notez carnet. Tous que le 20 juin, fête du CNC au château de Neuvy. Merci. Et je reçois maintenant quelques membres de l'équipe Jalon qui viennent de publier. Oui, vous voulez dire quelque chose ? En les attendant, on pourrait peut-être faire les annonces. Bien sûr. Après. Bien sûr, on peut déjà faire une petite annonce ou deux.
Une petite annonce ou deux. Mon cher président, je vous salue. C'est le président de Coq qui fait son entrée, suivi du vicomte depuis peu. Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur. C'est bien normal. Oui, je vous en prie, Victoria. Alors, pour le 30e anniversaire de la mort du colonel Bastien Thierry, le 11 mars 1963, le jeudi 11 mars 1993, sur le bateau mouche Le Zouave au pont de l'Alma, à partir de 14h, exposition sur la vie et la mort de Jean-Bastien Thierry, vente de livres et dédicace par les écrivains de l'Algérie française. Le livre Vérité de Geneviève Bastien-Thierry sera dédicacé par ses filles. 20h, veillée avec témoignages des acteurs et témoins du drame exposé de Bernard Moinet. Le vendredi 12 mars à 19h, messe en l'église Sainte-Odile, porte de Champéry à Paris. Samedi 13 mars à 15h au cimetière de Bourg-la-Reine, sur la tombe de Jean et Geneviève Bastien-Thierry, prière pour toutes les victimes de la guerre de l'Algérie française. Dans le cadre des conférences La Croix... Oui, ça c'est très important, je voudrais dire un petit mot. Dans l'avenir du monde. Alors, conférence du docteur Pellebois, avec projection d'un film vidéo sur Dozulé, puis réponse aux questions. À 14h très précise, musée social, 5 rue Lascas, dans le 7e, métro Solferino. Le samedi 13 mars, entrée gratuite, et on peut se renseigner au 47 53 06 23. Oui, je voulais dire un mot, c'est que j'ai l'intention de faire un jour une émission sur Dozulé. C'est un sujet qui me paraît très intéressant. Je ne suis pas encore bien arrivé à démêler cette affaire. Je ne sais pas, président de Coq, vous avez une opinion? Monsieur, je suis venu pour parler d'un journal, je ne suis pas venu pour parler d'autre chose. Voilà, monsieur, il veut plus faire de la promotion de son journal et absolument pas parler d'autre chose. Ben alors, je vous inviterai pas le jour où je ferai l'émission sur Dozulé, ça sera tant pis pour vous. En tout cas, on fera cette émission, donc si vous connaissez des gens qui possèdent le sujet, j'en connais déjà, mais je connais déjà des gens qui sont favorables à Dozulé. Ce que j'aimerais bien, c'est rencontrer des gens qui ont étudié la question et qui ont pris une position contraire, de façon à pouvoir susciter un débat d'où jaillira la lumière. Bon, session de Renaissance catholique, les catholiques et la politique, animée par Jacques Oswald le dimanche 14 mars 1993, de 14h à 19h. Le lieu, c'est la salle des conférences 25 rue Pajol dans le 18e, métro Max Dormois. Inscription, 50 francs par personne pour les adhérents de Renaissance catholique, les autres 80 francs. Vous vous inscrivez 89 rue Pierre Brossolette, à Issy-les-Moulineaux. Et vous pouvez téléphoner au 46 62 97 04. Bien, on fera les autres annonces à la fin de l'émission. Je voudrais maintenant donner la parole au président Basile de Coq, qui me paraît impatient d'exprimer sa joie de publier un nouveau pastiche. Oui, je voudrais tout de suite que vous précisiez un point. Est-ce que, comme la dernière fois, on aura 3 minutes 30 ou est-ce qu'on aura un petit peu plus de temps? Non, je pense vous laisser 3 minutes 45, 3 minutes 47, mais on pourra aller jusqu'à un quart d'heure cette fois-ci. J'ai le plaisir de vous l'annoncer. Simplement, je vous signale que moi-même, je vais publier prochainement un magazine et que je suis naturellement beaucoup plus généreux. Mais pourquoi il rit? Enfin, on en parlera hors antenne, si vous voulez. Le montant de l'abonnement est de 490 francs et l'adresse 68 rue David d'Angers. La seule différence, c'est que le journal n'existe pas encore. Parce que vous pensez que le vôtre existe réellement? Sous prétexte que c'est du papier imprimé. Enfin, je veux pas être désagréable au début de l'entretien, mais ça finira mal parce que je vous signale que vraiment c'est cette façon que vous avez de tourner en ridicule, il faut dire, un des titres les plus respectables de la presse française. C'est le contraire. Je rends respectable un des titres les plus ridicules de la presse française. Alors donc, Jalon numéro spécial, c'est le numéro 8 du 20 mars 1993, qui montre l'ampleur du mensonge, puisqu'on n'est même pas le 11. Jalon a toujours été en avance sur son époque. Alors vous publiez le numéro du 20 mars le 11, bravo. C'est de la presse d'information. Je souligne une fois de plus une action de désinformation qu'il faut dénoncer. Donc, le titre, le Figaro. C'est le Figaro, oui. Oui, pourquoi je n'ai pas articulé? Vous l'aviez avalé. Il a avalé le Figaro? Il a dit le Figaro. Le malheureux. Alors, bon. Alors, quelle est votre motivation profonde, en dehors du fait de gagner de l'argent, puisque je signale que cet exemplaire du Figaro est vendu 20 francs, alors que le simple Figaro, qui au fond n'a qu'une syllabe de moins, est vendu, lui, 6 francs. Donc, je vous fais remarquer que ce gars supplémentaire, vous le payez 14 francs quand même. Une fois qu'on a lu le Figaro, on n'a plus besoin de lire tous les Figaro. Vous comprenez, c'est terminé. Ah, c'est la substantifique moelle du Figaro? Oui. C'est comme quand nous avons fait le monstre
les gens qui ont lu Le Monstre une fois pour toutes... Les 3 lecteurs du Monstre ont cessé immédiatement d'acheter Le Monde. Permettez-moi de vous dire qu'on en a vendu 80 000 exemplaires. Pardon. C'est-à-dire les 3 l'ont acheté chacun 25 000 fois. C'est comme pour l'Aberration, dont on a vendu 100 000 exemplaires. Je crois que les gens qui auront mis 20 francs pour acheter le Figaro seront dégoûtés à tout jamais du vrai Figaro. Parce que nous avons fait tellement mieux. Et nous avons notamment fait réaliser par l'Institut de sondage Hypnos un sondage qui est porteur d'espoir pour la droite républicaine, puisqu'il annonce que les Français vont voter à 59% pour la coalition UPF, ce qui donnera à l'UPF 550 sièges sur 600. Oui. Tandis que l'Alliance des Français pour le Progrès, c'est-à-dire le PS clandestin, recueillera 14% et 30 sièges. Les écologistes et naturistes et assimilés auront 13% et donc 3 sièges. Le Parti communiste, c'est-à-dire la scission du Congrès de Tours, 5% et donc 16 sièges en Seine-Saint-Denis. Et enfin le Front National, 10% et 1 siège. Oui. Voilà, donc c'est l'information essentielle, mais en dehors de cela, vous retrouvez évidemment toutes les rubriques habituelles du Figaro. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cet article de Charles Rebu et sur ce commentaire de Jérôme Baffet, parce que vous apportez quand même des informations qui sont capitales, il faut bien le dire. Par exemple, vous nous dites que 12% des électeurs inscrits souhaitent la victoire de la droite, mais sont trop vieux ou trop malades pour aller voter. Oui, ce qui veut dire que l'ampleur de la victoire de la droite républicaine aurait pu être encore plus grande s'il n'y avait pas eu ces malheureux incidents, car un certain nombre d'électeurs de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing seront malheureusement pas en état de se déplacer, soit qu'ils soient trop malades, soit qu'ils soient décédés d'ici là. C'est ça. En fait, on constate à la lecture de ce sondage que si ces élections avaient eu lieu non pas en 93 mais en 81, elles auraient donné beaucoup plus de voix, puisque les gens auraient eu 12 ans de moins, donc ils auraient été moins âgés. Oui, sauf que peut-être avec 12 ans de moins, ils n'auraient pas voté pour la coalition UPF. Ah, c'est ça. D'où le titre du journal. Oui, peut-être, oui, je ne sais pas. Alors, vous savez, c'est un titre traditionnel. Avant, ça s'appelait le Gaulois. Ah, bah voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que ces résultats qu'exprime notre sondage Hypnos sont la conséquence de l'heureux effet amplificateur du scrutin majoritaire, qui, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, donne une prime en siège au parti ayant le plus grand nombre d'élus, c'est-à-dire en l'occurrence à l'UPF, la coalition du RPR et de l'UDF. Et dans ce système, le Front National, j'en parle puisque il semble que Monsieur Le Pen, le président, je crois, du Front National, écoute votre radio. Eh bien, je voudrais en profiter pour lui lancer un appel solennel en lui disant, Monsieur Le Pen, compte tenu du fait que les sondages vous accordent un siège, à quoi bon continuer ce combat? C'est dangereux. Et je dis, Monsieur le Président du Front National, pour la France et pour la droite, retirez vos candidats dès le premier tour, dès avant le premier tour. C'est vrai que le président Le Pen a su s'attacher environ 10% du corps électoral. Et ces braves gens, après tout, sont des Français comme les autres, peut-être un peu plus frustes, un peu plus fragiles psychologiquement. Il n'en reste pas moins des citoyens, c'est incontestable. Ah, je vous remercie quand même de leur accorder ce le problème, c'est que cet électorat, Monsieur Le Pen l'a gelé par ses excès de toute nature, qui ont rendu impossible toute alliance entre notre droite républicaine et civilisée et le Front National. Il m'aura tout fait, celui-là. Dès lors, les millions de malheureux qui s'obstinent à suivre Monsieur Le Pen dans son action s'enferment dans une impasse politique. Et leurs voix ne seront d'aucun secours à la droite, c'est-à-dire à la France. C'est pourquoi je lance cet appel à Monsieur Le Pen. Je lui dis, vous qui revendiquez le beau titre de patriote français, eh bien, à l'heure où la France tient une dernière chance de salut avec l'UPF,
ferez-vous moins pour la France que Jeanne d'Arc qui sacrifia sa vie à sa mission? Alors que faire? Eh bien c'est très simple, Monsieur Le Pen, il faut retirer vos candidats, tous vos candidats, avant le premier tour, afin d'éviter les déchirements qu'entraînerait une campagne fratricide. C'est là un geste patriotique magnifique et sans précédent dans votre longue carrière. Et je vous rassure, Monsieur Le Pen, la nouvelle majorité saura vous renvoyer l'ascenseur comme d'habitude. C'est-à-dire qu'elle s'inspirera très largement de certaines de vos thèses, nous en prenons l'engagement. Enfin, j'en prends l'engagement personnel. Par exemple, je peux vous dire que la plupart des dirigeants du RPR et de l'UDF sont déjà acquis au principe du non-remboursement de la carte orange pour tout délinquant immigré clandestin surpris en flagrant délit. Et j'ajouterais que bien d'autres mesures encore plus fermes sont actuellement discutées. Ça, c'est une nouvelle. Mais vous avez des informations précises qui vous permettent d'avancer cette... Je viens de vous le dire. J'ai discuté dans les couloirs avec mon ami Nicolas et mon ami Alain. Et... Oui, Michel aussi. Oui, bien sûr, et les autres. Et donc, il ne s'agira pas... ce retrait qui est demandé à Monsieur Le Pen est tout simplement le seul vote utile, car il est évident que voter pour lui est non seulement inutile, mais absurde, et fait le jeu de la gauche. Donc, le seul vote national possible, c'est de voter pour la droite républicaine dès le premier tour. Mais je vous remercie d'avoir mis à profit cette émission pour exposer ce programme. Ça arrange bien mes bidons, comme on dit donc en ce moment, et c'est parfait. Alors, je rappelle que c'est la position du président Basile de Kock, ou est-ce que c'est la position du directeur de la publication du Figagaro? C'est la position du Figagaro, du comité éditorial du Figagaro, et notamment de... Monsieur Alain Perfouette de l'Académie française, Monsieur Georges Surfait, Monsieur Franz Observateur Gisbert et l'ensemble de nos collaborateurs. Vous voulez que je cite toute la liste? Oh bah pourquoi pas. Oui, on peut. Vous avez d'autres noms peut-être. Oui, nous avons Alain Gérard Smala, Patrice Desobligeants, Nicole Carne. Bien sûr Jérôme Baffet de l'Institut Hypnos, déjà cité, oui. Charles Rebu, le commentateur électoral, et puis André Faussaire. André Faussaire qui signe un excellent cheval seul, à la fois très drôle et très catholique, comme il sait l'être, puisque vous savez qu'il est l'incarnation de Dieu et son porte-parole sur terre. Oui, puisqu'il l'a rencontré. Mais je crois que c'est plutôt le contraire, en fait. On s'aperçoit peu à peu que c'est Dieu qui a rencontré Frossard. Parce qu'il n'y croyait pas. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, il y croit. Je pense qu'il faudrait laisser... je voudrais donner la parole maintenant au vicomte depuis peu. Je me demande s'il va nous parler du carnet du jour, parce que c'est quand même, ça me semble lui revenir je dirais par la naissance, en quelque sorte. Si quelqu'un au monde a le droit de parler du carnet du jour du Figaro... Non, pas au monde, au Figagaro. Au Figagaro a le droit de parler du carnet du jour du Figaro, c'est bien le vicomte depuis peu. Voilà, c'est exactement mon propos. Si je me suis associé à l'entreprise du président de Kock, c'est d'abord parce que, comme pour tous ceux qui se souviennent du Gaulois, le Figaro, c'est son carnet mondain. Le Gaulois, oui. Pas tellement pour ce qu'il est, mais bien plutôt pour ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'on y trouve toutes nos familles, en tout cas toutes les familles alliées au Pipeux, et à travers elles, les valeurs qu'elles défendent. C'est-à-dire la vie religieuse, la vie sociale, la vie associative, la reproduction endogène et le patriotisme. Et tous ceux qui lisent le carnet mondain ne nourrissent pas forcément, ne nourrissent pas heureusement, devrais-je dire, l'espoir d'y figurer un jour, à quelque titre que ce soit, mais tous sont réconfortés de voir que ces vieilles familles, comme celle des Pipeux, prospèrent, croissent et se multiplient, et qu'elles continuent d'illustrer ces valeurs auxquelles je fais allusion. Même les petites gens que les socialistes ont méprisés, et même surtout les petites gens, sont heureux d'assister par procuration, comme d'habitude, à la vie de ces familles illustres, dont ils ne peuvent plus être les domestiques, à la vie de cette frange ignorée et méprisée par les socialistes de la population. Et je suis certain qu'à la lecture du Figaro, ils sentiront renaître en eux l'espoir d'une France repeuplée de vrais Français et prête à offrir à chacun la position qui est due à son rang. Ce qui est très intéressant, c'est que
ce carnet mondain, ce carnet du jour, n'est pas seulement l'énumération des événements qui frappent les familles de notre famille, si j'ose dire. C'est aussi une façon différente de regarder l'actualité, de percer certains méandres, ou plutôt de percer certains secrets de cette actualité. Notamment grâce à certaines nouvelles rubriques qui ont été créées. Voilà, je vois par exemple, il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Meurtre. Qui est tout à fait intéressant parce que jusqu'à présent on avait anniversaire, deuil, décès, commémoration, etc. Mais là il y a meurtre. Alors on voit... Oui, vous comprenez, la véritable tradition est critique et nos familles ont toujours su incarner le pays réel. Alors aujourd'hui c'est une dimension qui existe dans la vie sociale et sur laquelle il ne faut pas jeter un voile pudibond. Et donc je crois au contraire qu'il est bon que Jacques Chirac puisse exprimer sur la mort de Monsieur Le Canuet et dire qu'il n'en est pas responsable, ou que le FLNC puisse essayer de reconquérir les grandes familles corses en expliquant leur position par l'organe qui est le plus susceptible de les toucher. Voilà. Et c'est intéressant. On peut d'autre part procéder à certains recoupements. On apprend par exemple que la direction des charbonnières de Mazingarbe, l'encadrement supérieur et subalterne des charbonnières de Mazingarbe, les ouvriers mineurs, personnel administratif des charbonnières de Mazingarbe, personnel de surveillance, etc., ont la douleur de faire part du décès brutal de M. Charles Le Grand Richard, commandeur de la Légion d'honneur, et commandeur bien d'autres choses, membre permanent fondateur du Club des 200 familles, chevalier de l'Ordre international du Mur d'Argent, délégué permanent du patronat chrétien non pratiquant du Nord pour les questions sociales, président directeur général des charbonnières de Mazingarbe, député sans étiquette de Mazingarbe, leur patron père et bienfaiteur, décédé prématurément dans sa 92e année. Et juste dessous, on a une autre information. Qui nous apprend que le personnel collègues, cadres et prolos des charbonnières de Mazingarbe, leur famille et l'ensemble des citoyens de Mazingarbe ont le regret de vous faire part du dépôt de bilan des charbonnières de Mazingarbe. Donc là, on a une espèce de raccourci très rapide de la vie. C'est là où on voit qui sont ceux qui ont fait la France et qui sont ceux qui la défont. J'ai très bien connu le président Le Grand Richard, c'était un grand homme, et les 200 familles auxquelles il est fait allusion et auxquelles les plus peu n'ont cessé de vouloir s'allier sont véritablement celles qui ont construit cette France qui aujourd'hui renaît à la vie grâce à l'UPF. Alors il y a une autre dimension encore révélatrice, on voit à travers ce carnet mondain du Figaro naître une nouvelle France, une France affranchie de ces tabous et de ces de ces mauvaises traditions. Par exemple, on apprend le mariage de Jeannot et Anne-Claire Tristan, respectivement fils et fille de Monsieur Roger Proldu et Madame née Simone Vassingue, et fille du baron Charles Edgar de la Haute de la Grande et de la baronne née Edmonde de la Saillie. Donc on est un peu... Et vous avez cette même évolution positive du creuset français dans la première des naissances. Oui, alors je ne la vois pas, je ne l'ai pas sous... Mais si, d'Albert de Saint-Français, voyons. Eh bien, écoutez, j'ai manqué ça, mais oui, bien sûr, le vicomte, le comte Victor, pardon, d'Albert de Saint-Français, la comtesse née Louise de Saint-Louis, on la joie d'annoncer la naissance de leur fils Mouloud. C'est tout à fait sympathique. On voit naître une nouvelle civilisation, une nouvelle tradition française. Et le Figaro, contrairement à ce que vous aviez l'air d'insinuer tout à l'heure, est directement prise sur cette évolution. Ce n'est pas un journal démodé, ce n'est pas un journal d'une je ne sais quelle ancienne France. Comme le dit le vicomte, la véritable tradition est critique, elle est évolutive, et nous évoluons en même temps que la France et en même temps que le monde. Et nous sommes très contents de voir, donc, à travers le sondage dont je parlais, que l'immense majorité des Français nous suit, puisque je rappelle que nous avons posé la question dans notre sondage Figaro Hypnos, et il apparaît que à la question préférez-vous une droite honnête ou une gauche pourrie, 85% des Français répondent qu'ils préfèrent une droite honnête et ils ne sont que 15% à préférer une gauche pourrie. D'autre part, quand on analyse plus finement les résultats,
on s'aperçoit que parmi les principaux reproches qui sont faits aux socialistes, 75% des Français reprochent aux socialistes de n'avoir pas tenu leurs promesses, tandis qu'ils sont 80% à leur reprocher d'avoir tenu leurs promesses. Ce sont des enseignements très importants pour l'avenir. C'est une bonne raison de lire ce numéro du Figaro, qui est en vente dans tous les kiosques. Il y a une autre très bonne raison, qui est une raison traditionnelle, c'est la fameuse rubrique La recette des grands chefs, qui est présente dans tous les numéros du Figaro, et spécialement dans celui-là. Et je voudrais quand même donner le contenu de cette recette. Je ne vais pas la lire, parce que je vous en réserve la surprise quand vous ouvrirez le journal. Elle est très détaillée, oui. Mais le titre, c'est un plat simple et économique, qui fera plaisir à tous vos amis. Il s'agit du bison de mer farci au blanc de baleine dans son coulis de girolles fourré à la truffe. C'est une recette facile pour 6 personnes. Préparation l'avant-veille 4h30. Cuisson 3h17. Thermostat 5-6. Donc si vous avez un four, eh bien n'hésitez pas à essayer le bison de baleine farci au blanc, le bison de mer, farci au blanc de baleine. Merci président de Koch. Merci monsieur le vicomte de Puipeux de nous avoir associé en quelque sorte à la naissance de ce Figaro, qui est fort complet et qui compte un nombre de pages qu'on peut évaluer à plus de 16. Ce qui est finalement sa grande supériorité par rapport au Figaro. C'est le maximum qu'on puisse lire de ce genre de conneries, et donc ce qui explique que le Figaro se vende mieux que sa parodie quotidienne qui s'appelle Le Figaro. Merci président de Koch. Je voudrais indiquer le quart d'heure qui vient de s'écouler était consacré à l'humour, que donc les propos qui étaient tenus étaient des propos du 2e degré, et que si on veut en savoir plus sur le groupe Jalon, on peut faire 3615 Jalon. Pardon, décidément. C'est une sorte de Minitel qui s'appelle 3615. C'est ça, sur son Minitel, on fait 3615 Jalon, et on fait comme ce fidèle auditeur qui Minitel, nous dit-il, qui téléphone, alors il pourrait Miniteler chaque mois pour féliciter l'équipe de Jalon tant il s'amuse avec eux. Alors, vous avez reçu un message de monsieur votre frère, je pense, président de Koch. Non, c'est un chômeur que j'avais engagé pour faire un petit boulot intermittent. Je voudrais vous poser une ultime question. Les mots croisés de Lagorner, il faut les faire ou on perd son temps ? Ah non, vous pouvez les faire, seulement vous êtes aidé parce que vous avez les réponses 2 pages plus loin. Oui. Mais effectivement, vous pouvez les faire. C'est assez facile parce qu'en réalité, les réponses portent pratiquement toutes sur un même homme. Oui. Est-ce qu'on donne son nom ou est-ce qu'on laisse la surprise au lecteur ? Il s'agit d'un certain Robert H. Nous n'en dirons pas plus. Merci président de Koch, merci vicomte. C'est ma tournée, je vous en prie. Vous passez voir monsieur Varlet qui reçoit les chèques. D'accord. Au revoir messieurs, merci de votre sympathique visite. On a oublié de demander un chèque à Jean Cazeneuve, tiens. Oui. On perd la main. Nous avons des annonces maintenant. Nos auditeurs qui souffrent beaucoup de vous entendre tousser ne sauraient trop vous conseiller le sirop pulmocéram et les pastilles Pectosan. Je vous donne. Merci à tous les auditeurs qui prennent un tel souci de ma santé. C'est comme ça que Cyril Collard a commencé. Oui, mais j'ai pas attrapé ça dans les mêmes conditions que lui. C'est ton. Alors. Comment c'est incroyable celle-là. Il y a de la révolte. Soyons dans le ton. Bon, la réunion du président Le Pen à Paris n'aura pas lieu le 17, le 18, Je suis très content qu'il l'ait annulé, répondant ainsi à mon appel. Non, il a eu peur et il a avancé au contraire. Au mercredi, mettez bien ça dans vos têtes, le mercredi 17 mars, ça aura lieu comme prévu au gymnase Pierre de Coubertin à 20h30. Sans filet. Et sans filet, oui, avec les 99 candidats de l'Île-de-France. Et puis, les autres annonces, je les ferai la semaine prochaine parce que c'est pour les semaines d'après. Bon, c'est vous pouvez acheter le programme dont Jean-Marie Le Pen. Les 300 propositions sont résumées dans une lettre qui vaut 5 francs que vous pouvez vous procurer 11 rue de Bernouilly. Dites-moi, vous me dites que la semaine prochaine, mais il y a bien une signature du merveilleux livre d'Anne Brassier consacré à la Varande, qui doit se dérouler chez l'ami Malirakis, non? Vous n'avez pas ça? Oui. Il me semble que c'est le mardi 11. Il me semble bien que c'est le 11. Pour en savoir plus, alors je vous donne un nouveau numéro de téléphone que vous pouvez noter pour avoir des informations sur tout ce qu'on a dit ce soir. Vous pouvez joindre
le numéro de téléphone suivant, 42 46 77 33. Et là, Françoise Varlet vous répondra. Soyez gentils de n'appeler que le matin, à partir de 10h à peu près. C'est-à-dire appeler entre 10 et 13h, mais pas à d'autres moments, parce que c'est une ligne unique et nous en avons besoin pour travailler. Merci. Oui. Encore Valérie Delahaye au Père Tranquille, qui vous attend. Écoutez, donnez donc l'adresse. Au 30 avenue du Maine, avec un accueil très agréable. Il faut soutenir Valérie parce qu'elle est gentille et c'est bien ce qu'elle fait. Voilà. C'est Mathilde Creuse qui la soutient. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, écoutez, merci d'être... Qu'est-ce qu'il y a encore, Philippe ? Pardon ? Je n'entends pas ce qu'il me dit. Radio. Non, attendez, j'ai encore un mot à dire. Je voudrais remercier les auditeurs d'être restés aussi patiemment à notre écoute alors que j'ai massacré cette émission avec mes tout sautements et autres éructations. J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Bonne semaine. Et que Dieu nous garde. Un dernier mot, hélas, il semblerait que le motif de l'absence de l'abbé Laguérie ait été donné par les radios et télévisions ce soir. On dit qu'il a été déposé de son poste poste de curé de Saint-Nicolas du Chardonnay par sa hiérarchie à la suite des événements de Saint-Germain-l'Auxerrois. Je donne l'information sous toute réserve. Je pense qu'on en saura plus demain. Et en tout cas, si c'est vrai, c'est pire que consternant. Bonne soirée. Amen.